بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص وما تبدلوها بنية بقرص وما تبدلوها بشان المعلومة. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial scolarisation des filles et mariage précoce du projet Suède. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Au Tchad, comme dans beaucoup de pays à travers le monde, une grande partie de la population n'a pas accès à l'école, à savoir la gente féminine. Vous l'aurez compris, la scolarisation des filles est un vrai défi pour plusieurs États, précisément dans la bande du Sahel. Au Tchad, le taux de scolarisation des filles est acceptable au primaire, avec 84,4% d'après l'annuaire statistique 2020. Mais ces taux diminuent au moyen et au secondaire et devient l'un des plus faibles au monde, avec 18,3% seulement. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède-Tchad, à travers la campagne Stronger Together, qui signifie en français « Plus fort ensemble », édition 2022, est axé sur le thème « Scolarisation des filles » et leadership féminin. Ce plateau télé est réalisé en prélude des activités de terrain du projet Suède dans 4 provinces du Tchad, pour mieux informer et surtout sensibiliser la population sur ces questions. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, la scolarisation des filles est un vrai défi et surtout il reste très bas au Tchad. Et là, les causes sont souvent identifiées comme la pauvreté, les pesanteurs socioculturels, mais surtout le mariage précoce dont nous allons également en débattre avec mes invités sur ce plateau. Mais bien avant cela, permettez-moi de présenter mes invités. Je commence par l'unique femme qui est sur ce plateau, à savoir Madame Marina Dormadingar, qui est une docteure en philosophie et elle est là aussi pour nous raconter son expérience, mais en tant qu'une personne ressource sur ce plateau. Soyez la bienvenue, Madame Marina. Merci. Notre deuxième invité, c'est Monsieur Mohamed Saleh Hatim, chargé des programmes éducation du projet Suède-Tchad. Soyez les bienvenus, Monsieur Mohamed Saleh. Nous avons également Monsieur Walgué Patrice, qui nous vient de la direction de la scolarisation des filles du ministère de l'Éducation nationale. Soyez les bienvenus, Monsieur. Merci. Nous aurons également sur ce plateau Sa Majesté Youssouf Mbodoumbami, chef du canton de Bol. Soyez les bienvenus, Sa Majesté. Et en dernière position, et non le moindre, Dr Mohamed Nour Adam Sakin, membre du Conseil supérieur des affaires islamiques et secrétaire général de la plateforme religieuse interconfessionnelle. Soyez les bienvenus, monsieur, docteur. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus sur Tchad pour cette émission spéciale du projet Suède. Et notre thématique, c'est la scolarisation des filles et le mariage précoce. Nous allons tout de suite commencer par l'unique, je pourrais dire, représentant du gouvernement, à savoir M. Patrice, qui est sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire les chiffres officiels par rapport à la scolarisation des filles au niveau national? Si on veut parler des effectifs pour l'année 2020-2021, donc la source est déjà donnée, c'est la direction d'analyse de la prospective et de la carte scolaire au préscolaire. J'évoque en passant, hein, c'est-à-dire le préscolaire, c'est moins de 6 ans, les enfants de moins de 6 ans. Selon l'annuaire, il y a 10 093, soit 20 980 enfants, 10 093 filles sur 20 980, soit un pourcentage de 48,11%. Vous voyez, 48,11%. Il y a des raisons pour ça. Au primaire, CP1, CM2, donc il y a 1 204 779 filles sur un total de 2 719 364 enfants. Soit les filles représentent 30%. Donc c'est la tranche d'âge 6-11, 11 ans. Il reste la tranche d'âge 13-18. Au moyen, oui. Au moyen, 6e, 3e, c'est-à-dire 12-15 ans, normalement, hein, c'est 171 627 filles sur un total de 443 131. Ça fait 38,73%. Au secondaire, c'est-à-dire seconde terminale, c'est-à-dire 16-18 ans, c'est 69 118 filles sur un total de 211 883, ce qui représente 32,62%. Bon, les taux de scolarisation des filles dont vous parlez, c'est ce que nous appelons dans notre langage technique des indicateurs. D'accord. Voilà. Il y a plusieurs indicateurs. Par exemple, nous avons
les TBA, taux brut d'admission, les TBS, taux brut de scolarisation. Ça, c'est les indicateurs d'accès et de participation à l'éducation. D'accord. Au préscolaire, l'étape n'a pas été calculée, c'est non calculé, mais le TBS est de l'ordre de 1,03%. Et je vais souligner en passant que quand vous avez un indice de parité de 0,99, l'indice de parité, comment on obtient ça? C'est le TBS fille divisé par TBS garçon. Alors quand vous avez un indice de parité égal à 1, c'est-à-dire c'est 50-50. À l'école, vous trouvez 50 filles pour 50 garçons, 50-50 comme on dit. Vous voyez? Quand l'indice de parité est inférieur à 1, c'est en défaveur des filles, c'est-à-dire les garçons sont plus nombreux. Oui. Quand l'indice de parité est supérieur à 1, ça veut dire que ce sont les filles qui sont plus nombreuses. Bon, au primaire, on a un TBA de 106,7%. Pour les filles, le total c'est 115,8%. Ça c'est TBA. TBS, c'est, comme vous dites, pour les filles, c'est 81,2%. Pour un total de 91,20%. Pour un indice de parité de 0,80. D'accord. L'indice de parité 0,80, c'est inférieur ou supérieur? Inférieur, ça veut dire que les filles sont moins nombreuses à l'école, au primaire. Monsieur Patrice, la question la plus cruciale maintenant par rapport aux chiffres, pour ne pas faire perdre à la fois la tête à ceux qui nous regardent et aussi sur ce plateau, bon, parce que c'est très compliqué, mais on a compris que plus on avance dans les études, plus on trouve que le nombre des filles diminue. Qu'est-ce qui fait que le nombre des filles scolarisées diminue au moyen et au secondaire par rapport au primaire? La raison, c'est ce que vous appelez les décrochages, à mon avis. D'accord. Les abandons. Hein? On a un terme là, décrochage, abandon, déperdition. Alors maintenant, au niveau du gouvernement, au niveau surtout de votre département de développement de manière globale et surtout de la promotion du genre, quelle stratégie vous avez mis en place afin surtout de maintenir les filles à l'école? Le problème, ce n'est pas l'envoi des filles à l'école, mais c'est leur maintien, d'après vos explications que vous venez de donner. Par rapport aux engagements d'ordre international, oui. Hein, tels que la conférence de Djomtien en 90 et autres, l'éducation, conférence de Djomtien sur l'éducation pour tous, le sommet des objectifs du millénaire, OMD de 2000, le forum mondial sur l'éducation, suivi des objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030. Tous ces engagements, le Tchad s'est engagé à faire de l'éducation des filles une priorité, à l'éducation des enfants en général et des filles en particulier une priorité. Si les filles, on arrive à la parité, vous voyez, si on arrive à la parité, garçons-filles, 50-50, comme disent, eh bien... Mais 50-50, ça n'arrange pas parce que les filles, elles sont plus nombreuses aussi en termes sur la population générale. Bon, l'essentiel, si c'est pas la parité, c'est 50-50. Mais les filles peuvent nous dépasser parce que selon le recensement général de la population, n'est-ce pas 2011. 2009, 2011. Voilà. Vous avez vu, ça fait 52% de la gente. Oui. Donc c'est normal. Hein? Mais l'essentiel, c'est dire que les filles doivent aller à l'école. Et si maintenir, vous avez vu dans la pub Strong, vous avez vu, jusqu'à au moins niveau secondaire. Hein? Oui. Ça va aider au développement, au dividende démographique, comme Suède est en train de dire. D'accord. N'est-ce pas? C'est ça qui est important. Alors, si vous avez un message aujourd'hui par rapport à vos partenaires, à différents partenaires tels que le Suède, tels que d'autres projets qui interviennent dans le cadre à vous aider, surtout dans votre direction, vous représentez le gouvernement, vous mettez en œuvre la politique du gouvernement en matière de développement sur cette question. Quelle est votre demande par rapport aux partenaires aujourd'hui? Bon, avant les partenaires, j'aurais aimé insister d'abord pour les parents. C'est pour leur dire, laissez aller vos enfants à l'école. J'ai circulé presque tout le pays pour ça, ce problème-là. J'ai circulé presque tout le pays pour ça.
Les parents sont réticents. Et encore, dans les zones Suède, vous voyez un peu ce que je veux dire, on a mis des centres d'accueil, c'est ça, Mohamed Saleh? Des centres d'accueil. Certains parents ne veulent pas envoyer leurs filles aller dormir ensemble avec d'autres filles. Et tout ça, je ne connais pas le problème. Mais vous imaginez, moi je suis un produit d'internat. Vous imaginez un peu le brassage qu'on va permettre à ces enfants, ces futures mères. Vous avez dit, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Nous sommes comme des bois secs. C'est maintenant qu'on va nous redresser là, on va casser. Mais on veut former une génération future de Tchadiens pour la nation tchadienne. Pour cela, il faut laisser partir ces enfants-là, hein, ces filles, et surtout garçons comme filles, il faut les laisser partir à l'école. Hein, pour leur permettre de vivre selon leur temps. Moi, par exemple, je suis un enfant je peux dire, de téléphone fixe. C'est pas ça? Oui. Maintenant, ces eux-là, ces enfants Android, comme on dit. Oui. C'est pas ça? Oui. Vous êtes des enfants Android. Vous voyez un peu l'ouverture que cela vous donne, les filles qui sont là. À la maison, avec votre iPhone, vous avez toutes les informations du monde. Vous pouvez consulter les recettes. Vous pouvez consulter, vous brancher avec des spécialistes pour prendre en charge votre santé, la santé maternelle et tout ça. Hein? Donc vous voyez, l'énorme pouce. Permettez à vos enfants de vivre selon leur temps, de vivre, de se brasser pour créer une nation nouvelle. Et ces femmes, c'est sur elles qu'on compte. Et un grand homme a dit, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est Kofi Annan, je crois, c'est d'investir dans l'éducation des filles. À la fois, vous gagnez la santé, vous aurez des enfants plus forts. On n'envoie pas les filles à l'école seulement pour qu'elles soient des fonctionnaires. Ça, c'est dépassé, ça. Hein? Quand la fille éduquée peut prendre bien en charge sa femme, quand elle peut fréquenter des centres de santé, c'est déjà ça qu'on gagne. Quand elle veut s'ouvrir au monde, avoir des informations. Vous savez, l'éducation des filles, quand je pense à ça, c'est-à-dire, je voyais des flamboyants. Ça donne des jolies fleurs. C'est bien cette image, je l'aime bien aussi. Mes enfants, mes parents, quand on nous envoyait à l'école, mon père nous disait, vous, mes filles, vous êtes nés avec vos diplômes en main. Comprenez un peu? C'est-à-dire, quel que soit ce que vous faites ou papa, vous aurez toujours un homme qui va s'occuper de vous. Mais mes garçons, vous êtes nés sans diplôme, foncez, travaillez. Vous voyez ça? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une ségrégation. Hein? Et ça, c'est pour ça qu'on est en train de lutter. Le temps n'est plus à la ségrégation. Hein? C'est ça que je veux dire aux frères. Et vous voyez les flamboyants, quand ça commence à fleurir, quel que soit votre sentiment, vous voyez, que ce soit blanc ou noir. Hein, ça vous apaise. Ça vous apaise le cœur. Vous êtes content. Il faut que vos garçons et vos filles soient comme vos fleurs. Quand ça éclot, ça flamboie, vous les regardez partir. Même si elles ne vous donnent rien, elles ne vous donnent rien. On n'éduque pas les enfants pour qu'elles nous donnent en retour quelque chose. On les éduque parce que quand elles sont placées, ils sont placés tout quelque part, vous êtes heureux. Même si on ne vous donne rien. C'est ça, c'est d'abord ça. Les partenaires, mais quel message ils leur donnaient? Oui. C'est de continuer. J'ai quelques partenaires, c'est toujours la Banque mondiale, l'UNICEF. C'est le lieu de leur dire merci. Merci, parce que c'est toujours l'argent de l'État. Hein? Ça, entre parenthèses. D'accord, c'est bien de le préciser. Oui, c'est toujours l'argent de l'État. Oui. C'est toujours l'argent de l'État. C'est placé ici, c'est placé là, pour nous. Qu'ils continuent à nous soutenir. Et surtout le soutien technique. Hein? Ils nous forment, tout ça. Il y a des spécialistes, des experts qui viennent en consultation, qui nous donnent leur expertise, des choses. En plus de l'argent. Vous voyez? Donc ils continuent à nous appuyer. Parce que le problème d'éducation des filles, c'est un problème, si vous avez évoqué les facteurs tout à l'heure, facteurs culturels, socio-culturels, socio-économiques, dont la pauvreté. Socio-culturel, c'est quoi? Ce sont nos mœurs, nos coutumes. Vous voyez? C'est ça qui amène les grossesses précoces.
Hein? Et l'État aussi a une part de responsabilité. Ça, c'est les causes institutionnelles. Ces causes institutionnelles sont de 3 ordres. Il y a le manque d'infrastructures. Le manque d'infrastructures. Imaginez un peu, hein? Une fille a fini le CM2 ici. D'ailleurs, on a dit l'enseignement fondamental. En principe, là où il y a l'enseignement primaire, il doit y avoir aussi le collège. Ça fait 1. Absolument. N'est-ce pas? Il n'y a pas de raison de dire que le CM2 finit ici et la 6e, il faut aller au chef-lieu de province pour aller faire. Et je crois que l'État est en train de faire des efforts dans ce sens-là. De construire en même temps au sein des écoles primaires, des écoles. Quand on les place ailleurs, vous voyez, la fille est obligée de quitter son village ailleurs. Et ça, les parents n'aiment pas. Avec les coutumes, on dit, elle va attraper une grossesse tout de suite. Et puis ça serait une honte pour la famille. C'était patati, patata, terminé. Tu arrêtes. C'est ça la déperdition, les abandons. D'accord. Voilà, donc un peu, si vous voulez le message, c'est un peu Monsieur ça. Patrice, merci beaucoup une fois de plus. Restez avec nous. Effectivement, vous pouvez encore intervenir quand une autre personne prendra la parole. Merci beaucoup pour, en tout cas, ces conseils que vous avez donnés, surtout aux parents par rapport à l'envoi et au maintien des filles à l'école. Mesdames et messieurs, si vous venez de prendre le train en marche sur Télé 4, rassurez-vous, vous êtes sur une émission thématique du projet Souhaite. Et notre thème, c'est la scolarisation des filles et le mariage précoce, dont nous allons aussi en débattre. Alors, je me retourne vers la personne qui est vraiment chargée de ce programme au sein du projet Suède, M. Mohamed Saleh Hatim, qui est chargé de programme éducation au projet Suède. Soyez le bienvenu une fois de plus. Merci. Merci d'être là sur ce plateau. Dites-nous aujourd'hui quel est l'apport du projet Suède de manière globale dans la scolarisation des filles au Tchad. Alors, donc, merci beaucoup pour la parole accordée. Je profite de cette occasion aussi pour partir sur la base de ce que le ministère a dit en termes de chiffres. Et cela nous prouve à suffisance que les indicateurs dans le domaine de la scolarisation des filles sont en rouge. Et comme vous avez évoqué tout à l'heure, plusieurs facteurs expliquent cela. Et comme il a dit, je pense la question de la pauvreté des parents, la question de l'éloignement des structures, l'écart entre le nombre d'écoles primaires et scolaires, et quand on fait les liens avec le niveau moyen et secondaire. L'autre aspect le plus important que je voulais souligner, c'est l'ignorance des parents vis-à-vis de la potentialité de la jeune fille à pouvoir réussir demain. Et donc, comme il a dit, je pense que la fille est née avec un diplôme. C'est ce qu'on a conçu comme quelque chose qui a été conçu comme ça par nos parents et je pense qu'on a évolué avec longtemps. Et donc, face à ces défis, le projet intervient à travers une gamme d'activités et un appui. À ce niveau, le projet soutient la jeune fille à travers des kits scolaires, des uniformes et la création des structures d'accueil, comme il l'a dit, les centres d'accueil, pour pouvoir les aider à résoudre ce problème de distance, par exemple. Les jeunes filles qui sont dans les centres éloignés où le niveau qui s'est arrêté en CMD vont devoir continuer. Donc pour cela, le projet a mis en place les centres d'accueil au niveau des centres départementaux pour pouvoir accueillir celles-là et les permettre d'étudier dans les bonnes conditions. L'autre aspect, c'est que le projet intervient aussi à travers l'autre axe qui est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc, comme vous le savez très bien, la question de redoublement est aussi un phénomène qui entre dans le décrochage des filles. Donc, le projet a mis en place un programme de tutorat pour permettre aux filles qui ont des niveaux un peu faibles à travers un certain nombre de matières de pouvoir faire des cours de répétition le soir et s'en sortir avec les notes. L'autre aspect, c'est la question de la santé de reproduction qui n'épargne pas, bien sûr, les jeunes filles. Cette tranche d'âge, 12, 15 ans, 12, 18 ans, que la jeune fille est exposée à une certaine pression naturelle, bien sûr, que la jeune fille, parce qu'elle évolue sur le plan humain. Et donc, nous avons mis en place des espacures qui sont des centres dédiés pour un peu aider les jeunes filles à avoir des notions sur les compétences de vie et plus particulièrement la santé de la reproduction parce qu'il y a
Au Tchad, dans notre système éducatif, le curriculum ne prend pas encore cet aspect. Combien important pour la jeune fille, parce que la jeune fille qui doit évoluer dans un milieu, dans un environnement pour aller très loin, il fallait justement avoir des notions pour mieux gérer son corps et pouvoir éviter vraiment les risques de grossesse non désirée et aussi le harcèlement, ainsi de suite. L'autre aspect, c'est la question de la sensibilisation. Donc le projet a mis beaucoup d'accent sur la sensibilisation à travers les leaders religieux traditionnels et tous les acteurs qui interviennent dans le secteur pour pouvoir amener la communauté à avoir un autre regard sur la question de la scolarisation des filles. Voilà un peu en quelque sorte les différents types d'appui que le projet apporte auprès du gouvernement. Avant de venir à la question de la sensibilisation, aujourd'hui, est-ce que le mariage précoce est vraiment une entrave principale à la scolarisation des filles? Oui, justement, parce que qui dit précoce déjà dit que la jeune fille n'est pas en mesure de consommer ses mariages déjà. Donc du coup, selon les statistiques, la question qu'on pose aux parents, c'est que qu'est-ce qui justifie l'abandon de votre fille? D'accord. Et souvent, on voit que la question du mariage précoce est souvent citée. Et nous, dans le cadre de nos interventions aussi, à chaque fois qu'on constate une fille qui est abandonnée, à peu près, presque 80%, le facteur de cet abandon, c'est le mariage précoce. Récemment, nous avons fait une enquête sur le décrochage scolaire en 2021 sur les 4 provinces d'intervention du projet. On a constaté ici que sur l'ensemble des filles qui ont abandonné, certes il y a la Covid qui est intervenue bien sûr, mais le mariage revient à hauteur de 32%. Donc c'est un phénomène vraiment qui est important, que nous vivons avec, et donc qui freine un peu aussi l'avenir de nos jeunes sœurs. Et donc pratiquement les statistiques démontrent que c'est un phénomène vraiment très récurrent dans notre milieu. D'accord. Tout à l'heure, vous venez de parler de beaucoup de sensibilisation qui fait le projet Suède, surtout des campagnes de sensibilisation de terrain contre notamment effectivement le mariage des enfants, mais aussi pour la promotion et le développement de l'éducation des filles. Y a-t-il un impact depuis l'implantation du projet Suède au Tchad? Est-ce que vous avez des indicateurs d'impact que cela a changé positivement? Le projet Suède, comme vous entendez, c'est un projet d'abord qui est dédié au changement de comportement. Donc quand on cherche l'impact dans le domaine du changement de comportement, je pense que l'impact ne peut pas se mesurer à court terme, bien sûr, mais aujourd'hui, après 5 ans de mise en œuvre dans les 4 provinces, si je prends le Salamat, l'effectif des filles au moyen et au secondaire en 2018 était de 15 000 et quelques. Aujourd'hui, en 2022, nous comptons à peu près 17 000 filles. Donc vous voyez qu'entre les 5 ans, nous avons plus de 1000 quelques filles qui sont restées dans le système. Et donc si on a 17 000, c'est que c'est quelque chose de pertinent en termes de chiffres. D'accord. À travers le centre d'accueil, que nous avons créé les conditions d'apprentissage à ces filles. Aujourd'hui, le taux de réussite au bac des filles qui sont hébergées dans les 24 centres d'accueil avoisine dans certaines provinces, on est dans les 94% et dans 90% dans d'autres. Sauf dans le Salamat où cette année, le taux était de 25%. Sinon, donc, maintenant, au-delà des chiffres, le constat que nous avons fait au niveau des parents, au niveau des filles et au niveau de la communauté d'une manière globale, c'est que la perception de la question de l'avenir de la jeune fille a commencé à changer. Et cela en témoigne par l'implication effective qu'on a constatée de nos chefs traditionnels et religieux. Et la présence de Sa Majesté dans ce plateau en témoigne vraiment qu'aujourd'hui la communauté a pris en main cette question de l'avenir de la jeune fille au sérieux. Et parfois on constate la mise à notre disposition même des moyens, au-delà de leur implication personnelle. Donc, ce qui veut dire que cette question, aujourd'hui, la communauté a vraiment pris au sérieux. De l'autre côté, au niveau des parents, c'est que quand les chiffres des filles évoluent au niveau du système, cela implique que les parents sont vraiment conscients de l'importance de l'éducation des filles. Donc, les chiffres peuvent nous permettre d'estimer que les parents ont sûrement pris conscience de ces phénomènes
et laissent leurs filles aller très loin dans les études. L'idéal, c'est qu'elles finissent le cycle secondaire, comme on est en train de dire, d'aller vers le supérieur. Et je pense que le projet intervient à travers toutes ces actions de sensibilisation pour pouvoir convaincre à qui des droits que l'avenir de la jeune fille ne se résume pas à la maison ni au foyer. Mais c'est au-delà des frontières donc, qu'on a pour briser ces barrières. Absolument. Alors, vous avez pris le cas des jeunes filles, des parents. Si aujourd'hui, vous avez un message à l'endroit surtout de ces jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de filles qui abandonnent d'elles-mêmes aussi l'école, sans qu'il y ait un facteur de mariage ou un autre facteur quelconque. Il y a aussi ces parents qui sont catégoriques. Par exemple, tout à l'heure, M. Patrice l'avait expliqué, vous aussi vous l'avez expliqué. Les centres d'accueil, ils sont réticents à laisser les filles aller dans ce centre d'accueil afin qu'elles puissent continuer. Quel message aujourd'hui vous avez adressé, surtout aux jeunes filles qui abandonnent elles-mêmes l'école, mais surtout aux parents, pour qu'ils puissent vraiment augmenter? Parce que vous avez dit, il y a déjà un changement qui s'opère, mais nous avons besoin d'aller à l'étape suivante. Quel est votre message aujourd'hui? Pour aller à l'étape suivante, comme Patrice a dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a beaucoup changé. On est plus dans les années 60. Et donc, nos jeunes filles et sœurs ont plus de chances de réussir que d'autres qui étaient avant. L'un des messages phares que je dis souvent et je partage avec mes sœurs une fois sur le terrain, c'est que la jeune fille doit être capable de briser sa peur et de discuter permanemment avec les parents. L'autre aspect, c'est que personne ne peut avancer sans pour autant avoir un objectif clair dans la vie. Donc la jeune fille aussi doit se fixer un objectif et pouvoir développer les moyens d'y parvenir. L'autre aspect, c'est la négociation. Tout est une question de négociation. Donc la jeune fille qui veut aller à l'école doit savoir négocier avec son père, avec sa maman, avec ses frères pour pouvoir convaincre de ce qu'elle peut faire demain, ce qu'elle peut réussir. Elle doit apporter de bons résultats aussi comme preuve. Effectivement, voilà. Ouais. Les résultats peuvent aussi leur permettre de convaincre les parents, parce qu'il faut convaincre les parents pour pouvoir les rester. Beaucoup, celles qui sont même, qui sont mariées aussi, peuvent, franchement, à travers la négociation, peuvent réussir à faire beaucoup de choses. Et nous avons constaté sur le terrain, il y a des femmes mariées qui ont repris l'école. Des femmes avec des enfants qui sont en train d'allaiter, qui ont repris. Donc, elles ont utilisé les techniques. On les a aidés pour pouvoir vraiment s'en sortir. Et donc, celui qui négocie va réussir, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à mes sœurs de mieux savoir s'armer pour pouvoir négocier et aller là où elles peuvent vraiment y aller. L'autre conseil que je voulais donner, c'est aux parents aussi. Bien sûr, aujourd'hui, sûrement, on revient toujours avec cet esprit d'ouverture, cette imposition de la mondialisation, que la jeune fille, si on veut ou pas, elle est exposée à un certain nombre d'informations. Du coup, les parents doivent être conscients du fait que la fille a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'aide à avancer avec sa façon de voir le monde et avec l'environnement sur lequel elle évolue. Donc, sur coup, il faut que les parents vraiment écoutent et donnent la chance à leur fille de venir partager avec eux. Et c'est les questions, surtout le plus important, comme on l'a dit, la question de la santé sexuelle qui est un élément important pour la jeune fille. Parce qu'à ce tranche d'âge-là, la fille change beaucoup. Elle a beaucoup de pression, donc les parents doivent prendre ça en compte pour pouvoir les amener à se maîtriser, à éviter les risques et à avoir un comportement sain et pour pouvoir réussir à aller de l'avant. Je pense que vous avez parlé aussi du gouvernement, je pense. Oui, effectivement. Voilà, l'un des plaidoyers que moi je voulais faire sur ce plateau, c'est que le Tchad, dans l'instar des autres pays, franchement, vit ces phénomènes le plus profonds. Pour aller de l'avant, je pense que le gouvernement devrait prendre en charge ce volet combien important à travers des investissements conséquents. Donc c'est pour dire souvent quand on dit on veut avoir un citoyen modèle demain, donc il faut commencer dès maintenant à l'éduquer pour que ces citoyens arrivent. Donc ça commence par là. Donc il faut qu'il y ait un investissement conséquent au niveau de ce système pour qu'on puisse vraiment relever les défis et liés au maintien surtout. Et aussi, ceux qui ne sont pas là, comment ramener aussi les autres enfants. Parce que quand on prend la population à âge de scolariser, c'est autre chose. Donc du coup, c'est important. L'autre aspect, c'est de mettre en pratique les bonnes pratiques. Mettre en œuvre les bons projets qui ont marché. Et dans beaucoup de pays du monde, il y a beaucoup d'approches qui ont
vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, le Suède, parmi tant d'autres, arrive aussi à faire sa part. Et donc, c'est ce genre d'approche que, quand ça marche, on met à l'échelle, le pays doit bénéficier vraiment davantage. Parce que s'il y a une occasion pour sensibiliser les parents, c'est de permettre au gouvernement de vraiment d'aller au-delà. Tout est lié à l'environnement scolaire aussi. Donc, le gouvernement doit orienter ses programmes vers et positionner cette question de l'éducation autour de l'enseignant qui est un élément clé dans la réussite scolaire des filles. Merci beaucoup, M. Mohamed Salatin, chargé du programme d'éducation au Suède, d'être avec nous sur ce plateau. À présent, nous retournons vers Dr Mohamed Nour Adam Sakin. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir répondu présent. Nous entrons directement aujourd'hui. La religion, elle est désignée comme une entrave quelque part à la scolarisation de jeunes filles par certaines personnes. Je ne globalise pas. Qu'est dit exactement la religion sur cette question? Voilà, j'ai dit salam alaikum. Alaikum salam. Vous savez qu'au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de populations tchadiennes qui font des amalgames. Ils lisent le Coran souvent, ils lisent les hadiths et l'interprètent très mal, de façon de leur coutume. Si un musulman lit ce que le prophète a dit, Talabul ilm fariyadatan ala kulli muslimin wa muslima. Ça veut dire quoi? Le prophète a dit, chercher le savoir, c'est une obligation à chaque musulman, sans distinction, garçon ou fille. C'est une obligation. Or que dans nos coutumes, on pense que la femme est en deuxième position. Parce que la religion, et surtout la religion musulmane, n'a jamais distingué une femme et un homme. Une jeune fille et un garçon. Ils ont les mêmes obligations, mêmes devoirs, mêmes droits. Certes que certains gens pensent que dans leur coutume, ils diminuent les filles. Or que l'islam, loin de ça. Pour cela qu'au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques, on a pensé pour rapprocher les différentes couches de société, on a formé une structure qu'on a nommée Réseau Islam et Population. Avec nos partenaires, on s'est implanté dans les 23 régions du Tchad pour aborder les questions de l'éducation, surtout des filles, au sein de notre société. Et dans chaque région, on a des écoles féminines suivies par le CESAI, par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Et heureusement, on a des partenaires qui nous aident dans ce sens. Bon, par exemple, les 9 pieds, depuis 2005, et maintenant, avec Souhaite, on a mené beaucoup des activités en faveur des femmes et on a formé les imams en Égypte et au Maroc pour qu'eux-mêmes, ils doivent être à jour. Et ils font du travail impeccable. D'accord. Donc, par exemple, dans les zones Souhaite, on totalise actuellement plus de 300 centres d'alphabétisation féminine coiffés par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Et en regardant, chaque centre contient au minimum 100 à 200 femmes. Et ça a donné de l'impact au sein de la famille, au sein de la fille elle-même. Et ça les a encouragés de fréquenter l'école moderne. D'accord. Nous allons revenir sur la question de sensibilisation un peu plus tard. Aujourd'hui, il y a des parents, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qui utilisent la religion. Tout à l'heure, vous l'avez expliqué, qu'ils l'utilisent selon leur coutume. Par rapport à la scolarisation, vous nous avez dit que c'est vraiment faux au niveau de la religion musulmane. Mais par rapport à la question du mariage précoce, est-ce qu'ils ont-ils raison sur cette question? Exactement. Le Conseil supérieur des affaires islamiques a mis beaucoup des activités pour sensibiliser les populations tchadiennes sur le mariage précoce. Vous savez que les gens, toujours, ils mélangent. L'islam n'a jamais fixé un âge
du mariage. Mais il a mis des conditions. C'est que la fille, pour qu'elle doit être mariée correctement, il faut être capable. Le hadith dit, le prophète a dit, taïqa. Taïqa, même si elle a 20 ans, elle n'est pas capable de consommer le mariage, c'est interdit de se marier. Mais les gens, dans notre coutume, on leur donne une fille à 10 ans, 13 ans. Ça, c'est interdit en islam. Parce que si je suis marié et tombé malade, c'est un péché. C'est un péché en islam. Donc, c'est notre coutume qu'on dit qu'une fille, dès qu'elle a vu ses règles, il faut aller à... Mais ça, ce n'est pas la religion. Et ça même, on est en train de se battre. On a mis beaucoup des activités et les gens comprennent à accepter ça. Parce que lorsqu'on dit que c'est la religion, on explique que la religion dit ça. Si tu fais ça, ce n'est pas la religion. Si tu as une autre interprétation, faites ça. Mais la religion, ce n'est pas ça. Ça, c'est notre rôle en tant que religieux. Alors, précisément par rapport à cet impact sur le terrain, à cette sensibilisation que vous faites, quelles sont les activités concrètes que vous menez auprès des parents, auprès de la société de manière globale, sur ces deux questions, à la fois scolarisation des filles et le mariage précoce? Certes, comme je vous ai dit, pour faciliter nos activités, on a d'abord, dans les 23 régions du Tchad, il y a le bureau de Césailles. Et le bureau de Césailles, c'est composé des imams et des femmes prédicatrices. Et c'est ça qu'on a formé un organe national, on l'a appelé Ligue des femmes prédicatrices. Ceux-là, ils s'en chargent de discuter directement avec leurs pères, femmes, porte en porte, maison à maison. Et ce n'est pas seulement dans le cadre de scolarisation des femmes, seulement dans le cadre de santé de reproduction, mariage précoce et les scolarisations des filles. Et les femmes, maintenant, ils ont accepté d'adhérer facilement. On a vu beaucoup des impacts. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre message à tous ceux qui utilisent la religion à tort sur ces questions, notamment que ce soit de scolarisation des filles, que ce soit le mariage précoce? Qu'est-ce que vous leur direz à tous ces gens-là? Nous, on dit d'abord, il faut comprendre la religion que tu appliques d'abord. Il ne faut pas mélanger avec tes coutumes. Et en tant que croyant, il faut aller savoir, il faut lire. Il ne faut pas analyser ce que tu penses. La religion, soit musulman ou chrétienne, il y a des lignes, il y a des livres saints, il faut lire, il faut chercher à quelqu'un qui explique réellement le fondement des choses. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui dit qu'il est religieux, il doit être religieux. Non. Ça, c'est un savoir devant des spécialistes. Et au niveau de plateformes interreligieuses même, on travaille ensemble, musulmans et chrétiens, dans les différentes régions. Le pasteur, les imams, le prédicateur et les prédicatrices, on est en train de travailler ensemble. Et plus particulièrement avec le projet Souhaite, toutes les campagnes que Souhaite fait, toutes les activités locaux. On est ensemble et je crois que la deuxième phase de Souhaite, ce sera plus excellent que le premier. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Vous restez là, vous pouvez toujours intervenir dès qu'on finit le tour des invités. Avant de revenir à Sa Majesté, le chef des cantons, je me retourne vers l'unique femme qui est sur ce plateau et que nous considérons comme aussi un exemple d'achèvement scolaire parce qu'elle est docteur en philosophie. C'est d'ailleurs l'unique femme docteur en philosophie que nous avons au Tchad. Soyez la bienvenue, Madame Marina. Merci. C'est vrai, vous n'aimerez pas beaucoup revenir sur cette question, sur votre parcours scolaire, mais je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui nous regardent et qui veulent aussi devenir des docteurs en philosophie, en sociologie, pour se casser la tête, comme le dit M. Patrice, à expliquer tout ce qui est comme indicateur aujourd'hui. Vraiment, merci pour la question posée. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas tellement compliqué. J'ai commencé ici en N'Djamena, à l'école Jardin d'enfants de l'amitié et de progrès, qui est non loin de l'église catholique d'Amtoukoui. Donc j'ai commencé là et quand je passais pour le CE2, c'est là où j'étais allée à Bébédia. J'allais gagner ma tante à Bébédia. Donc j'ai fait CE2, CE2
à l'école du centre de Bébédia. Et entre-temps, comme j'étais tellement petite, on me torturait un peu parce que j'étais petite dans la salle. Donc les grands me frappaient tellement quand je rentrais de l'école. On me frappait tellement, donc ma tante était obligée de changer d'établissement. Donc j'ai fait le CM1 et j'ai fait 2 fois le CM2 parce qu'en CM2, je m'amusais un peu. Donc j'ai repris, je n'ai pas eu le concours. Bon, j'avais quand même eu la moyenne, mais je n'avais pas eu le concours. Donc ma tante, comme c'est une dame très dure, rigoureuse, donc elle dit pas de question qu'elle accepte que j'ai la moyenne et que je n'ai pas le concours, mais je passe en 6e. Donc elle m'a fait reprendre la classe de CM2. Et après ça, j'ai eu mon concours. J'étais allée au lycée général. J'ai fait la classe de 6e, 5e, 4e au lycée général de Bébédia toujours. Et c'était là où j'ai passé le texte d'entrée en classe de seconde d'accueil au lycée Padre Pio. Donc j'étais allée là-bas et c'est de là-bas que j'ai eu mon bac en 2011. Donc, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait le premier cycle du système LMD à l'université de Moundou, à Bono, plus précisément. Donc de là, en 2014, j'ai eu ma licence. Après 3 ans, j'ai eu ma licence. De là, j'étais allée maintenant au Cameroun, à Tian. Donc c'est de là-bas, en 2015, 2017, j'ai soutenu mon master. J'ai fait toujours le master en philosophie. Et après le master, j'ai postulé en thèse et voilà, je viens de finir le 3e cycle du système LMD. Bravo. Hein. Merci. Bravo. Aujourd'hui, beaucoup de filles n'ont pas la chance de terminer, ne serait-ce que le lycée. Vous êtes allé jusqu'à obtenir un doctorat dans un domaine qui n'est pas aussi si répandu dans le milieu féminin, si je pourrais le dire. Quelle était votre détermination à vous qui vous a vraiment maintenu à l'école? Est-ce que c'était votre tante, celle qui est vraiment rigoureuse, ou bien c'est une détermination personnelle que vous l'avez? Bon, je dirais qu'à la base, c'est d'abord grâce à elle, parce qu'elle est tellement dure et elle mettait l'accent sur notre éducation. Entre-temps, elle ne gagnait pas tellement, mais elle se peinait à se sacrifier pour notre éducation. Et qu'est-ce qu'elle disait à nous, ces filles? Elle nous disait que nous, on peut avoir sa bénédiction que lorsque nous prenions au sérieux notre éducation. Mais si nous nous lançons dans la vie facile, elle n'est pas avec nous. Et elle insiste qu'elle n'est pas aussi un centre d'orphelinat pour que nous fassions des enfants de partout et après elle se retrouve avec les mamans sans avenir, les enfants sans avenir et sans père. Donc elle était dure, alors elle a mis l'accent sur ça. Et un autre élément, nous, on était allés, moi, précisément, j'étais allée à l'école un peu tôt. Donc, j'ai aimé l'école. Et je voulais aller plus loin. Et surtout, notre génération, ma copine, elle fait partie de ma génération. Entre-temps, on était tellement ambitieuses. Et c'était la concurrence. La vie facile n'est pas la nôtre. Et aussi, les choses de la vie ne nous concernaient pas tellement. Ce que nous, entre-temps, nous avons voulu, c'était d'aller à l'école, d'être parmi les meilleurs, c'était d'aller plus loin. Et en plus de ça, nous sommes dans une famille pauvre et nous nous sommes dit qu'on a une responsabilité. Moi, ma famille, j'ai perdu ma mère en 2001. Mon père en 97. Et je sais que c'est une responsabilité pour nous, les orphelins, d'aller plus loin, de faire tout pour changer notre condition de vie. Ce n'est pas parce qu'on est orphelin qu'on doit abandonner. Donc le courage y est. On était vraiment courageux, on se battait et on s'est dit que voilà, on doit faire pour que nos enfants trouvent quand même une condition stable pour leur éducation. Donc moi, j'étais vraiment courageuse
Et je laissais tout ce qui concerne la vie passer. Donc c'était l'école, c'était également le travail. Parce qu'il faut également le travail. C'est pour dire que ce n'est pas seulement d'aller à l'école. Tout à l'heure, j'ai vraiment apprécié leur intervention. Mais il y a un élément fondamental qui est la prise de conscience des filles elles-mêmes. Parce qu'on peut réunir toutes les conditions, on peut mettre à ta disposition tous les moyens possibles. Mais tant que tu n'es pas consciente toi-même de ton avenir, ça c'est un obstacle. Et on devrait également, moi je me suis dit, comme blague, je disais que je voulais avoir beaucoup d'argent que mon mari même. Je voulais être... voilà, je n'ai jamais pensé vivre aux dépens d'un homme. Ça, jamais. Et je me suis dit que je ne dois pas compter sur un mari pour l'avenir de mes enfants, bien que j'aurai les enfants avec un mari. Et aussi pour mon avenir. Donc l'homme, c'est pour moi une... Non, c'est un complément. Voilà, donc j'avais calé ça, très tôt j'avais calé, j'ai dit moi dans ma vie je dois être plus forte que mon mari. Je dois avoir beaucoup d'argent que mon mari, comme ça il va négocier pour avoir de prêts et tout, donc je saurais comment je... Donc j'avais déjà en tête ces éléments-là qui m'ont donné le courage d'aller plus loin. Madame Marina, aujourd'hui, quel est votre message que vous pouvez dire aux filles? Surtout, vous avez parlé de la prise de conscience d'elles-mêmes pour qu'elles puissent continuer les études, quelles qu'en soient les difficultés, quel qu'en soit le milieu duquel elles viennent. Aujourd'hui, vous avez parlé du courage et de détermination. Est-ce que vous avez un message spécial à adresser aux jeunes filles qui nous regardent sur ce plateau spécial Suède? Ok, merci. Moi, je dirais aux filles de cesser de compter sur un homme pour leur avenir. Et il m'a dévancé parce que je voulais revenir sur ça. C'est à nous, les filles, à partir d'aujourd'hui, de sensibiliser les parents. Parce que nous devons montrer aux parents le rôle que joue la femme dans la société. Mon chef de département, Jacques Chatoué, disait qu'il est tellement fier d'avoir une femme intellectuelle. Et il a pris un exemple simple, pas parce qu'elle est intelligente, mais parce qu'elle est à mesure de savoir quelle quantité d'huile il faut utiliser pour préparer à manger. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà que quand tu mets en quantité l'huile dans la sauce, c'est la maladie. Alors une femme déjà éduquée, une femme déjà instruite, sait déjà quels sont les aliments qu'il faut pour la croissance de son enfant, pour le bien-être de sa famille, pour le bien-être même de la société. Parce que le rôle de la femme, il est énorme. D'abord, l'éducation familiale est là. C'est la femme qui éduque. Donc moi, je dirais même que les femmes doivent aller plus à l'école que les hommes. Parce que c'est la femme même qui éduque l'homme. Alors si la femme n'est pas vraiment prédisposée, ça c'est compliqué. Et les femmes doivent savoir également un problème. Ici au Tchad, si la pauvreté persiste, c'est parce que nous, d'abord, on est 52%. Mais nous sommes là à consommer. Les femmes sont là à consommer. Parce qu'on est là à se laisser prendre en charge. Et là, ça c'est un handicap également pour le développement ou encore pour la croissance économique. Si on peut avoir une main-d'œuvre, surtout les femmes, qui peuvent faire tourner l'économie, c'est un plus pour le développement, pour la croissance économique. Les femmes doivent savoir, doivent comprendre que leur rôle là est vraiment multiforme. Alors ils doivent s'intéresser à la formation, ils doivent s'intéresser à la connaissance, ils doivent s'intéresser à l'éducation pour aller de l'avant. Elles doivent également cesser de dire que moi, femme seulement, je ne peux pas aller loin. Parce que des fois, c'est nous les femmes aussi. On dit que bon, tu es seulement femme, licence c'est beaucoup pour moi, une femme. Bon, il faut chercher à te marier parce que quand tu étudies, tu pars un peu loin, tu auras de la peine à te marier. Non. Les hommes d'aujourd'hui, là, eux-mêmes, là, ils cherchent
une femme intelligente, une femme qui peut quand même le défendre. Je suis là, si mon gars est là, il peut être fier de voir que c'est sa femme qui est là en train de parler, en train de s'exprimer, en train de sensibiliser le monde. C'est très important. Elles doivent comprendre, les femmes doivent comprendre ça. Et aussi, les femmes ne doivent pas se dire que, 50% des femmes, 30% de femmes, même si je fais un peu, on peut me pousser. Non, on doit s'imposer par notre savoir-faire. On doit s'imposer par notre compétence. On doit être meilleur. On doit avoir également de grandes ambitions. Donc les femmes doivent savoir que si on te place quelque part, c'est parce que tu le mérites. C'est pas parce qu'on a besoin d'une femme parmi les hommes. Non, que cela cesse. Et là, on doit le prouver à travers notre savoir-faire. On ne doit pas prouver que on est là pour embellir la scène, ou bien on est là pour valider la politique genre. Ça doit cesser. Et c'est à nous, les femmes, de nous imposer, de faire comprendre qu'on doit arracher notre autonomisation à travers nos bonnes actions, à travers cette capacité de faire des propositions qui peuvent contribuer également au changement de ce pays. Merci beaucoup pour cette brillante intervention, Madame Marina. Vous restez avec nous sur ce plateau et à présent, notre dernier invité et surtout pas le moindre, Sa Majesté Youssouf Mbodoumbami, chef de canton de Bol. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci pour votre présence aujourd'hui. Sa Majesté, dites-nous quel est le poids des coutumes et surtout de la tradition sur la question de la scolarisation des filles. Merci, Monsieur Adam. Permettez que je puisse m'acquitter d'un devoir, celui de remercier et d'exprimer toute ma reconnaissance au projet SWED qui a bien voulu m'associer à ce plateau pour parler d'un problème préoccupant qui me préoccupe beaucoup. C'est un projet porteur vraiment d'espoir. Je dirais que c'est un projet important, malheureusement qui est venu avec un retard. Nos gouvernements devraient penser à cela bien avant par rapport au travail important qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Moi, je voudrais réaffirmer et dire avec une légitime fierté que j'ai un fort engagement pour le bien-être de la femme d'une manière générale et surtout de la petite fille, de la jeune fille, surtout pour son épanouissement. Et là, depuis que j'assume cette fonction, je n'ai pas cessé de sensibiliser les opinions dans le cadre de tournées, dans les cadres de tournées que j'effectue dans mon canton, à l'occasion de grandes cérémonies, des prières, des sacrifices. Je prends tout mon temps pour réunir toutes les populations, toutes les franges des populations pour les sensibiliser sur le bien-être de la femme d'une manière générale et surtout sur la scolarité de la jeune fille. Des fois, je me fais le devoir, comme j'ai une fille médecin, de me déplacer avec ma fille dans les îles pour dire que voilà, un bon exemple quand même de l'importance de l'école. Il va falloir quand même qu'eux aussi puissent saisir cette occasion, non seulement parce qu'elle est médecin, donc elle a été à l'école pour être médecin, mais elle est encore médecin, donc elle peut les soigner, tout ça. Donc eux aussi, ils doivent faire de telle sorte qu'il y ait dans les familles tout ça. Donc le problème de sensibilisation reste le plus... On va revenir tout ça, ce serait très important. Vous avez, pour revenir à votre question, vous avez dit que les poids des coutumes, des coutumes et traditions. Bon, vous
voyez, au bien début, vers les années encore, au début, les gens pensaient que il y a des familles conservatrices, il y a des couples conservateurs qui pensent que l'école, là, c'est l'école des Blancs. Donc, ils ne veulent ni envoyer les garçons, ni envoyer les filles. Mais ça, c'est bien avant. Maintenant, je crois qu'il y a un changement de comportement et à travers quand même des explications, des sensibilisations des chefs traditionnels, des chefs de communauté, les gens vont finir par comprendre que l'école c'est important, l'école c'est dans l'intérêt de tout le monde, donc il faut falloir, mais c'est surtout dans les grands centres qu'on voit les enfants aller à l'école et puis les filles aussi. Mais au niveau rural, dans les milieux ruraux, encore ça reste encore un problème. Donc les pesanteurs sont encore là, mais nous, chefs traditionnels, nous avons quand même, nous sommes dans notre rôle, quand même d'encadrement de cette population, d'encadrer cette population. Donc on se doit quand même de tout faire pour multiplier, faire des sensibilisations intenses, pour quand même faire comprendre. Et à travers ces campagnes qu'on a eu à faire tout ça avec l'accompagnement des Suèdes, l'accompagnement de l'UNFPA, comme l'a dit le docteur, l'accompagnement de l'UNICEF, on a vu quand même des écoles, aujourd'hui dans les îles, des écoles avec un effectif important de filles. Malheureusement, la situation d'insécurité qu'on est en train de vivre dans les îles ne nous permet pas de faire quand même un cursus un peu sans inquiétude, tout ça. Donc on a bien commencé avec l'accompagnement de ces partenaires-là, mais après, avec toujours des inquiétudes, tout ça, mais ces écoles se sont arrêtées. Moi, je pense que, comme l'a dit le représentant du ministère de l'Éducation nationale, l'État aussi a manqué. Par exemple, particulièrement dans les îles, de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance, aucun n'a pensé à mettre des structures socio-éducatives dans les écoles, dans les îles. Est-ce que c'est parce que les gens sont enclavés, c'est les îles? Pourtant, c'est des îles accessibles. Et aujourd'hui, si on a des jeunes qui sont partis avec les Boko Haram ou qui, la plupart du temps, la plupart d'eux ont été forcés pour aller, mais c'est dû à l'ignorance. À l'ignorance parce qu'on les a montré que voilà, arrivés là-bas, ils auront beaucoup d'argent, ils auront tout ça, donc il y en a qui les ont suffi, mais Dieu merci, par la suite, ils ont compris qu'ils ont été trompés et beaucoup vont finir par revenir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc l'État aussi devrait prendre ses responsabilités. Et puis nous, traditionnels, nos chefs traditionnels, des élus qui devraient quand même faire leur part de travail, devraient le faire pour qu'on puisse vraiment changer, mais je suis sûr que la volonté est là, et là où il y a la volonté, il y a les chemins. Je crois que c'est difficile de remonter la pente, mais on finira quand même à gagner, à remonter tout ça. Donc voilà, nous sommes vraiment engagés. D'accord. Pour Sa Majesté, dites-nous, nous avons appris que vous gérez la question du cas de mariage précoce de manière assez particulière et personnellement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, la question est bien posée. Vous voyez, un phénomène que je suis en train de combattre, mais le phénomène de mariage précoce et je dirais même mariage forcé. Et tout à l'heure, je disais que c'est un phénomène qui prend d'ampleur, d'une certaine ampleur, tout ça. Mais heureusement, on a eu les accompagnements quand même de quelques partenaires et on a fait une grande sensibilisation dans les îles. Et aujourd'hui, je constate avec fierté qu'il y a quand même
des changements. Des changements, quand j'ai vu des cas de jeunes filles qui ont été mariées de force, mais ils ont abandonné, fui l'autre pour venir au palais, pour dire que voilà, moi je vais être à l'école, parmi lesquelles il y a des filles qui sont à l'école. Je voudrais continuer mon école, mais mes parents m'ont donné des forces à un mari. Donc je ne suis pas d'accord. Et là, vous les accueillez? Je les accueille. Il y a des moments où par mois, un peu 5, ils viennent même de la frontière du Nigeria, de la frontière du Niger, tout ça. Et parce qu'ils ont appris qu'à Bol, voilà, les chefs de canton c'est un grand défenseur quand même de la cause de la jeune féminine. Donc ils viennent, je convoque les parents et les maris pour dire que voilà, la jeune fille n'est pas d'accord, elle veut continuer son école. Donc vous êtes obligé de la libérer. Je le fais et je demande aux parents de rembourser la date du mari et la fille doit continuer son école. Il y a des moments où, quand il y a des cas où les filles ne sont pas à l'école, mais par force on les marie, on donne à des maris. Et là aussi, ils viennent me trouver. Là aussi, j'arrive à les séparer et puis voilà. Jusqu'à là, je crois que ça va. On arrive bien à gérer ce problème, mais quand même c'est un phénomène qui prend vraiment d'ampleur. Mais je pense qu'avec l'accompagnement des projets comme le Suède et d'autres bonnes volontés, surtout les partenaires, tout ça, on arrivera à bout de ces combats. Sa Majesté, une dernière question. Que préconisez-vous en dehors de sensibilisation que vous faites ou l'accueil même de ces filles qui reviennent au palais pour vraiment qu'elles souhaitent continuer à l'école afin que les parents comprennent la nécessité de cette question d'envoyer les filles à l'école et surtout de les laisser continuer? Je dirais encore que c'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est quelque chose de très important. Et quand c'est les chefs qui vont aller sur le terrain pour sensibiliser, à un certain moment, je crois que l'UNIFE nous a aidés dans le cadre d'une caravane des chefs traditionnels. Et là, ça porte d'une caravane des chefs traditionnels où on passe de localité à localité, de canton en canton pour bien expliquer les biens fondés de l'école et dire que vraiment il faudrait qu'on puisse changer parce que notre province c'est la dernière en termes de scolarité d'une manière générale et puis surtout la scolarité des jeunes filles. Donc tout ça, ça a porté. Donc moi je pense qu'il faudrait intensifier la sensibilisation et la seule arme puissante qui va vraiment faire changer les choses, c'est la sensibilisation. Et là, je crois que l'éducation de la jeune fille, c'est l'affaire de tous et de chacun. Ce n'est pas seulement les chefs traditionnels, mais les élus aussi doivent s'y mettre. Voilà, donc pour qu'on puisse vraiment changer. Je disais tout à l'heure que quand la volonté est là, le chemin est là aussi. Et donc on va renverser l'autre. Merci beaucoup, Sa Majesté, d'avoir fait le déplacement et d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Je pense que nous avons fait déjà le tour de la question. Monsieur Patrice, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, peut-être qu'il faut revenir sur nos stratégies. Vous parlez beaucoup de la sensibilisation. Au niveau de la direction du développement de l'éducation des filles, nos stratégies, c'est la communication d'abord, en première position. Donc dans la communication, il y a la sensibilisation, le plaidoyer, la mobilisation des masses. Vous voyez, et nous avons des axes pour nous sensibilisons, mais nous faisons, c'est dans ce sens-là aussi qu'on octroie des prix d'encouragement, des prix d'excellence. Des bourses. On a des mesures incitatives, telles qu'avec l'appui de l'UNICEF, par exemple, nous octroyons des matériels d'allègement des tâches domestiques, comme on dit, c'est-à-dire on donne un porte-tout avec 5 bidons. Ça permet à la fille d'aller une fois au puits et puis la jarre est pleine. Et le reste du temps, elle peut éduquer. Donc s'il y a des choses à revenir dessus, c'est surtout nos stratégies. Et je veux faire hommage aux AME. Nous avons mis
les structures comme les associations de mères éducatrices qui nous relaient sur le terrain pour la sensibilisation de proximité. Elles identifient, par exemple, à l'entrée de chaque école, elles sont mieux placées pour aller dans chaque foyer voir qui ne va pas à l'école. Surtout les enfants handicapés, on les cache. Donc elles les identifient, on les appuie pour faire des activités génératrices de revenus, etc., pour pouvoir venir à l'aide aux enfants vulnérables qui ne peuvent pas s'inscrire. D'accord. Vous voyez, c'est un peu ça, j'interviens pour insister un peu sur ça. Merci pour cette précision. Oui. Oui. Je pense que s'il n'y a pas une autre personne qui voudrait prendre la parole, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial Projet Suède dans le cadre de la campagne Stronger Together, plus fort ensemble, mais plus précisément sous sa composante 1.1, afin que nous puissions relayer l'information sur la scolarisation des filles et le mariage précoce. Ça a été un plaisir d'avoir ces partenaires d'invités avec moi sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission spéciale Suède. Ça sera sur le thème la santé de reproduction et la planification familiale. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. يا باتي يا أمهاتي يا باتي يا أمهاتي بنية ما تم تخلوها بنية ما تحدى تخلوها كلام زواج ما توروها